Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Nous avons un invité de marque à Coconut Podcast aujourd'hui. Il se passe de présentation, connu à travers le pays, mais également à l'international. 5 fois champion, aujourd'hui, messieurs, dames, entraîneur en chef de l'Académie Ness Marshall, mais également fondateur et porte-parole de l'organisme Ali et les princes, princesses. C'est avec honneur et respect et une immense joie que nous accueillons à Coconut Podcast Sensei Ali Nestor, messieurs, dames. Salam alaikum. Oui, comme salam, Aline. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est très gentil d'être parmi tes spectateurs et bien sûr toi. Ben, Ali Nestor, tout l'honneur est pour nous, mais on se doit de te demander comment vas-tu en ces temps de confinement, déconfinement, crise sanitaire, tension au niveau social. Comment te portes-tu, toi et tes deux grands garçons, là, je te dirais, là, entre autres? Moi, de mon côté, sincèrement, ça va très bien. Malgré ce qui se passe, malgré ce que je vois autour de moi, je vois très bien qu'il y a beaucoup de tensions, les gens vivent beaucoup de pression, mais moi, de mon côté, ça va très bien. Donc, pour moi, ça fait partie des défis de la vie. Donc, c'est des situations qui arrivent et qui doivent repartir un jour. Donc, je m'en fais pas avec ça, mais j'essaie d'être le plus possible présent justement pour mes proches et les moins proches. Donc, tout, ça va bien pour moi. Oui, parce que on va en parler un peu plus tard, mais Ali Nestor, depuis la terre des Taïnos, des Arawaks, donc Haïti, Ali Nestor a toujours eu à cœur le bien d'autrui. Tu as un altruisme en toi, Ali Nestor. Peux-tu nous dire d'où ça vient? On sait que tes grands-parents ont eu une influence importante pour toi. Peux-tu nous parler ce besoin que la communauté aille bien? J'aimerais vite t'entendre là-dessus. Bon, c'est sûr que chercher à trouver une réponse logique, ça devrait être un peu plus difficile, mais j'ai eu la chance d'être entouré de personnes qui avaient ces qualités-là. Bon, mon grand-père était quelqu'un qui partageait beaucoup. Mon grand-père, bon, à l'origine, il était pasteur. Pasteur, oui. Pasteur, ouais, au niveau de l'Église protestante. Et je pense que dans la première des choses, c'est beaucoup de ma mère que je tiens ça. Ma mère était quelqu'un qui a toujours été présente pour son prochain, toujours présent à aider autour d'elle. Donc, je pense que tout simplement, elle m'a ouvert cette voie-là. Donc, dès mon jeune enfance, j'étais toujours porté à vouloir justement aider autour de moi, à jouer un petit peu parfois les grands frères ou même les papas parfois pour des gens Petit autour de moi, papy pour des qu'on jeunes t'appelait, enfants qui là. avaient mon âge. Oui, oui, exactement. Donc, une des raisons pourquoi que depuis que je suis enfant, ben, on m'a jamais presque jamais appelé par mon prénom, mais on m'appelait Petit Papy. Donc, jusqu'à maintenant encore. Donc, exactement. Tu as eu d'autres surnoms à un moment, Kojak. On va en parler plus loin lorsque papa t'a Ouais. amené chez le coiffeur. On reviendra là-dessus. Mais toi, la musique pour toi, Ali Nestor, quel rôle ça a pu jouer là, quand même dans cette période de crise sanitaire, là? Ben, en tant que tel, la musique, écoutez, T'as déjà été chanteur réappris un à peu, connaître. là. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Je laisse ça pour les autres, mais j'aime beaucoup la musique et le fait de connaître beaucoup. J'ai eu la chance de connaître beaucoup d'artistes, dont Ouais, ok. bon, mon meilleur ami qui est Dan Bigra. Donc, mais comment je pourrais dire, mes horizons se sont vraiment
comment je pourrais dire, ont vraiment explosé en connaissant justement quelqu'un qui vivait de la musique. Ça m'a amené à connaître beaucoup plus au niveau de la musique parce que, bon, évidemment, j'étais beaucoup plus restreint au niveau musical avant de le connaître. Donc, la musique est quelque chose qui est une autre façon pour les gens, même pour moi, de m'évader, que ce soit de la musique classique, que ce soit de la musique haïtienne ou tout autre genre de musique, quoi. Donc, quand tu rentres à la maison après des dures journées d'entraînement, est-ce que tu écoutes un peu de jazz ou de blues ou du Motown à la maison, par exemple, Ali Nestor? Le week-end, c'est quelque chose qui peut arriver, effectivement. J'aime beaucoup le jazz, blues, oui. La musique des années 60, 70. Je suis un grand fan de James Brown, tu sais, Ray Charles. J'aime beaucoup la musique de cette époque. Nos recherchistes à Coconut Podcast nous ont dit, dans une autre vie, Ali Nestor, lorsqu'il allait dans les fêtes d'adolescents, il aimait bien se délier les pieds. Est-ce que tu as gardé un peu ces pas à la James Brown aujourd'hui, Ali Nestor, quand tu es à la maison nettoyant, en faisant le ménage? Est-ce que tu continues à te délier les pieds? On aimerait t'entendre. Ah, c'est vrai que c'est une bonne recherche qui a été faite. Effectivement, lorsque j'étais ado, une partie de mon adolescence, j'aimais beaucoup, beaucoup danser. Il est même arrivé à quelques reprises que j'ai participé à des concours. Le 13e ciel. Plus j'avançais en âge, le 13e ciel, effectivement, mais plus j'avançais en âge et plus j'étais beaucoup plus vers la compétition, moins je pratiquais mes pas de danse. Donc, je pourrais pas dire que je pourrais danser comme que je dansais à l'adolescence. OK, mais juste pour faire un lien avec tes pas de danse, lorsque tu as décidé de monter sur le ring, on va apprendre à te connaître dans quelques instants, on sait que une de tes idoles, Mohamed Ali, il avait tout un jeu de pied. Est-ce que la danse t'a permis d'avoir ce jeu de pied dans cet art où ce que tu te dois de te défendre et surtout de contre-attaquer par moment? Oui, effectivement, c'est vrai que la danse amène beaucoup la coordination, la fluidité, de l'agilité. Donc, j'avouerais effectivement, dans les arts martiaux, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé. Et je dirais même, un de mes idoles, un de mes premiers idoles aussi était Bruce Lee. Ben, Bruce Lee est quelqu'un aussi même qui a perfectionné énormément la danse, qu'il a même compétitionné. Il a fait beaucoup de compétitions de danse aussi. Donc, quelque chose qui amenait un plus aussi, effectivement, ses arts martiaux aussi. Donc, effectivement, ça aide énormément. Ali Nestor, on va apprendre à te connaître car tu es originaire d'Haïti. Tu es même né en Haïti, au Gonaïve, à La Branle. Est-ce bien ça? Oui. On a de bons recherchistes à Coconut Podcast, oui. Oui. Oui, effectivement, je suis né là-bas. Tu es né là-bas et écoute, tu vas arriver au Québec vers l'âge de 5-6 ans, c'est bien ça? Oui, exactement. Excellent. Et lorsque tu arrives, tes parents avaient déjà quitté, papa 2 ans avant, maman l'année précédente, ton arrivée au Québec. Et vraiment, ils vont t'accueillir et toi, tu vas avoir quelques chocs parce que tu as déjà ce choc que tes parents quittent et tu es en bas âge en Haïti. Alors, tu vas ressentir ça comme oh my God, qu'est-ce qu'il se passe? Mes parents, ils sont partis. Un genre d'abandon peut-être, mais par la suite, quand tu arrives au Québec, mais depuis dans l'avion, tu vas être complètement abasourdi à un certain moment lorsqu'on va servir la nourriture. Peux-tu nous en parler, Ali Nestor? Oui. Oui, effectivement. Malgré que ça remonte à longtemps, j'étais jeune, mais ça avait été quelque chose de très frappant à cette époque-là. Donc, on connaît la nourriture haïtienne, la nourriture antillaise qui est très goûteuse, donc qui a beaucoup de goût. Et ça avait été quelque chose de frappant pour moi lorsqu'on m'a servi le repas dans l'avion, de voir le manque
le manque de goût qui était très loin, qui était à des années-lumière de ce que la nourriture haïtienne était. Donc, ça m'avait frappé. J'ai pas fini mon plat au complet, malheureusement. Donc, Manquait d'épices, pour là. moi, ça goûtait, oui, ça manquait d'épices. Pour moi, ça goûtait rien ou pas grand-chose. Donc, j'ai mis ça de côté, mais il y avait un petit morceau de fromage que j'avais apprécié, qui est la vache qui rit. Donc, Ah! j'avais trouvé ça agréable. Donc, j'avais moins aimé la nourriture, mais j'avais apprécié le fromage. Donc, OK, ça avait été OK. un des premiers chocs que j'avais eu en arrivant ici. Puis, Ali Nestor, tu vas quand même également découvrir ce qu'on appelle par chez nous en créole le frédu, la froidure du Québec. Quand tu débarques, peux-tu nous parler en 15 secondes de ce premier contact avec l'hiver québécois? Ali Nestor, la parole est à toi. Ben, tu vois, lorsque je suis arrivé, c'est sûr que moi, je suis arrivé à l'automne. Et puis, c'est sûr que pour quelqu'un qui est habitué ici, l'automne, c'est pas froid. Mais moi, je vivais dans un pays quand même où il faisait tout le temps chaud. Donc, pas chaud en Haïti, c'est peut-être aux alentours de 20 degrés, peut-être 18 degrés dans des pires moments. Alors, je suis arrivé ici à l'automne, donc il devait faire peut-être aux alentours de 0, 5 degrés, quelque chose comme ça, peut-être 10 degrés, je ne me rappelle plus, mais c'était un autre choc. Ça m'avait frappé d'aplomb. Je me rappelle à l'aéroport, donc on nous avait apporté des manteaux pour nous couvrir pour sortir, puis je ne comprenais pas trop c'était quoi ce genre d'accoutrement. Et puis, ça m'avait frappé d'aplomb, donc j'avais vraiment eu froid. Et encore là, c'est des souvenirs, malgré que j'étais enfant, que je me rappelle jusqu'à maintenant. Un autre truc qui va te marquer à ton arrivée au Québec, tu vas y découvrir une multi-ethnicité, mais incroyable. Tu te rappelles encore, lorsque tu es au primaire, est-ce que tu as été à Saint-Noël-Chabanel? Euh, Lorsque je suis arrivé ici, pas tout de suite, Pas de suite. j'ai été à l'école Saint-Simon. OK? J'ai été à une école qui s'appelait Évangile parce que je suis arrivé dans le secteur, j'habitais sur l'Acadie. OK. Donc, j'étais dans le secteur de Ouais. l'Acadie et on est resté peut-être 2 ans. Et par la suite, on a emménagé dans le quartier Saint-Michel. Saint-Michel. OK. Et là, je suis arrivé, je devais être probablement... J'étais à l'école Bienville au début. Oui, oui, J'ai oui, fait oui. ma première année à l'école Bienville. Puis après ça, en deuxième année, j'ai été transféré à Saint-Noël-Chabanel. Ouais, ça, Bienville, c'est du côté Jean Rivard, ça se peut. Non, Non? Bienville se trouve sur la 25e avenue des Grandes Prairies. Ouais, c'est ça. Donc, côté Jean Rivard, côté P9, comme on dit. Oui, 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 oui. c'est ça, P9, là, dans le hood, là, comme on dit. Ali Oui, Nestor, quand tu oui. arrives au Canada, tu vas tout de suite reconnaître maman. Tu sais, cet amour maternel. Plus tard, on va même apprendre, et tout le long de ta vie adulte, tu vas avoir une certaine reconnaissance pour le rôle qu'a pu jouer maman dans ta vie. On sait que papa aussi va travailler très dur à son arrivée au Québec, va forger certaines valeurs très, très de base chez vous, l'éducation, la discipline, le dur labeur. Mais peux-tu me parler du rôle de maman lorsqu'elle va t'accueillir à ton arrivée au Québec et le rôle qu'elle a eu à jouer tout au long de ta vie à l'Inestor? Lorsque je suis arrivé au Québec, justement, avec ma mère, c'était justement de retrouver tout de suite le réconfort. C'était tout de suite ressentir l'enfant qui retrouve sa protection. Ouais. Donc, parce que j'ai toujours été proche à maman. Tu sais, comme on dit, souvent on dit le fils à maman. Donc, j'étais beaucoup le garçon qui était beaucoup dans la jupe de sa maman. Donc, qui était beaucoup, on était très Materné. proches. On a toujours été proches oui, exactement, jusqu'à son décès. Donc, on aimait beaucoup parler ensemble. Donc, et tout au long de mon adolescence, elle a toujours été à mes côtés, à me supporter dans toutes les difficultés que j'ai eues à l'adolescence. Ça a toujours été
Elle a toujours été là, puis même malgré que pendant un certain temps à l'adolescence, j'étais rendu tellement aveuglé par tout ce que je faisais dans la rue, aveuglé par les amis, je ne voyais plus. Elle était rendue, je la prenais pour acquis. Donc, tout ce qu'elle faisait pour moi, je ne le voyais pas. Et en même temps, je ne voyais pas non plus tout le mal que je lui faisais. Alors, je suis allé à plusieurs reprises en centre jeunesse et tout. Et c'est à la fin, justement, à la fin de mon temps en centre jeunesse, vers l'âge de 17, presque 18 ans, que j'ai fini par réaliser ce que je lui faisais. À vrai dire, c'est plutôt elle qui a fini par me faire réaliser. Oui, parce qu'elle t'a dit à un certain moment, est-ce que tu vas attendre que je meure pour véritablement reprendre le droit chemin? Cette phrase, dans les recherches, on sent que ça t'a vraiment marqué, Aline Nestor. Ça a été même plus que marqué. Écoute, l'analogie que je peux faire, là, c'est comme une espèce de samouraï qui voudrait se suicider. Alors, il transperce son épée, mais après ça, il se rend compte, ouais, exactement, il se rend compte qu'il y a du bon, il y a quelqu'un derrière de lui qui l'aime, qui est en train de, non seulement de se suicider, il se suicide à petit feu, mais il tue des gens en arrière de lui. Donc, c'est comme si ma mère était en arrière de moi. Donc, j'étais en train de faire dans la rue de l'autodestruction. Donc, je me tuais à petit feu. Donc, mais sauf que je faisais du mal autour de moi et je m'en rendais pas compte. Et c'est justement lorsque ma mère est venue me parler en centre jeunesse qu'elle m'a fait réaliser le mal que je faisais autour de moi, qui m'a fait faire une espèce de 360 et un jour prendre des décisions de changer de direction. OK, parce qu'il faut qu'on comprenne. Toi, Aline Nestor, tu arrives à 5 ans, bien sûr. Bon, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Mais à 14 ans, tu vas véritablement en avoir ras-le-pompon. Il y a une certaine lourdeur à la maison. À ces époques, on est dans les années 80, là. C'est pas facile pour un nouvel arrivant. Les boulots qu'ils occupent, ton papa est à l'hôtel Hilton, il y travaille comme cuistot, plongeur. Lorsqu'il rentre à la maison, bien sûr, il est dépassé, disons, par la lourdeur de la vie. Maman, elle tenait une boutique autrefois, là, elle est au Québec, elle doit se refaire. Aline Nestor, à un certain moment, il se dit, mais il n'y a pas vraiment de communication à la maison. Je ne ressens pas cette reconnaissance, entre guillemets. Alors, écoute, comme tout jeune à cette époque, en quelque sorte, confronté à une intégration plus ou moins difficile. À cette époque, sur Montréal, il y a le phénomène des skinheads que tu vas être confronté comme bien des jeunes issus des communautés noires. Alors, Aline Nestor va commencer à faire des petits larcins, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, petits trucs à l'étalage et tout, qui vont t'amener en centre jeunesse, comme tu nous disais. Et en centre jeunesse, tu vas faire une rencontre, mais alors là, elle est quand même intéressante. Michel Jeté. Tu pourrais nous en parler? Est-ce que c'est au centre jeunesse? Mais tu vas faire la rencontre, entre autres, d'un intervenant qui va servir de mentor à ce moment-là et qui va vraiment t'orienter. Et toi, tu vas faire ton petit bonhomme de chemin. Donc, tu es en centre jeunesse, tu sors. Et à l'âge de 18 ans, Ali Nestor, suite à cette conversation avec maman, entre autres, cet électrochoc, se dit que, bon, moi, je dois quitter les gangs de rue. Tu as cet amour pour les Bruce Lee, les Van Damme, les Chuck Norris à l'époque, et tu vas t'orienter vers les arts martiaux, bien sûr, la boxe, entre autres. Ali Nestor, à quel moment les arts martiaux vont véritablement t'intéresser? Qui va être ce mentor qui va véritablement changer? Parce que tu as eu quelques mentors dans ta vie, mais l'un des premiers mentors, pourrais-tu nous en parler? Et pourquoi vas-tu aller vers les arts martiaux qui vont même faire en sorte que tu vas ouvrir en 99 ta première vraie école d'arts martiaux? Peux-tu nous en parler de cette période charnière là, de ta vie, Aline Nestor?
Alors, à vrai dire, bon, les arts martiaux est venu me chercher même avant l'âge de... J'avais aux alentours peut-être de 10 ans. J'ai vu un film de Bruce Lee à la télévision et je me suis tout de suite laissé transporter par ce film et j'avais déjà pris la décision claire que c'est ce que je voulais faire dans la vie, c'est ce que je voulais faire plus tard. C'était clair dans ma tête. Alors, mais évidemment, annoncer quelque chose comme ça à ses parents qui ont quitté Haïti pour venir ici, ils ne voyaient pas ils voyaient pas les choses de la même façon. Tu Donc, il voyais le n'était pas médecin, question là. que Ouais, ouais. exactement. Donc, on voyait vraiment arriver au sommet, avoir les plus beaux métiers du monde et tout. Donc, mais moi, c'est pas ce que je voyais. Donc, bon, pour différents types de raisons, bon, je me suis perdu dans la rue. J'ai commencé à toucher les sports de combat à l'âge de 12 ans. J'ai commencé à pratiquer de la lutte olympique, mais c'est pas ça que je voulais faire. Moi, c'était les arts martiaux. Ma mère m'a permis de pratiquer de la lutte olympique parce que pour elle, elle pensait que j'apprenais à faire de la lutte professionnelle, ce qu'on voit à la télévision, parce que son idole, c'était Hulk Hogan à cette époque-là. Donc, Mais ta mère, elle a quand donc même cru après en ça, toi, Ali. Ta mère, elle a quand même cru en toi, mais même à un certain moment, lorsque tu veux ouvrir ta première école, elle va ouais, aller hypothéquer sa maison. Ça, là, c'est une maman haïtienne là, qui croyait vraiment en son fils, là, qui va te donner certains avoirs afin de ouais, partir ton projet. Tu nous en reparleras, mais c'est intéressant, ça. oui, oui, effectivement. Donc après ça, un peu plus tard, bon, lorsque je suis allé la première fois en centre jeunesse, je devais avoir aux alentours de 14 ou 15 ans. Et là, il y avait des arts martiaux qui se faisaient, il y avait des cours de karaté. Et en parlant avec mon éducateur de cette époque-là en centre jeunesse, qui était Michel Jeté, je lui avais dit quels étaient mes rêves et tout, et il m'a encouragé à pratiquer ces arts martiaux-là. Donc, j'ai vraiment noué, j'ai pris un contact avec les arts martiaux, et c'est là que c'est comme une espèce de deuxième révélation qui me disait que oui, effectivement, je suis fait pour ça. Le sensei qui était là à cette époque-là trouvait que j'avais ce qu'il fallait pour évoluer à travers ça aussi. Donc, je suis sorti des centres jeunesse et je m'étais inscrit à des cours d'arts martiaux et ça n'a pas pris de temps encore quand même que je retourne encore dans le tourbillon de la rue et encore, après une fois, je me fais encore arrêter et tout, placé en centre jeunesse, encore, mais là, cette fois-ci, jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et à partir de 18 ans, là, j'ai fait vraiment un 360, que je me suis dit que là, c'était fini, que j'allais vraiment faire ce qu'il fallait pour me replacer sur le droit chemin. Et mon droit chemin, c'était de me mettre à travailler fort pour atteindre le but que je voulais dans la vie, c'était de gravir les échelons à travers les arts martiaux et un jour pour pouvoir enseigner. Donc, Ali bon, c'est ce que Nestor, j'ai fini par faire. Donc, Ali Nestor, oui, tu as quand même eu des gens qui t'ont encouragé. Bon, il y a eu, papa, une certaine sévérité, mais on sait chez les Haïtiens, il nous faut ça à certains moments parce que, bon, ça nous permet de forger notre personnalité, bien sûr. Ali Nestor, tu as ta sœur, Yili. Tu as oui, ton frangin, bon, qui nous a quittés, JB, n'est-ce pas? Ils ont été très oui. importants pour toi. Yili, femme de caractère, hein? Ton frère, il était ton comparse. Vous avez eu à affronter cette intégration par moments difficiles, le mot en haine, le nègre, on vous l'a dit. Vous avez eu à affronter par moments en découdre avec certains dans les cours de récréation. Ali Nestor, peux-tu me parler de l'importance de Frangin et de ta sœur? Nous t'écoutons. Ben, évidemment, pour connaître bien la culture haïtienne, la coutume haïtienne, la famille est quelque chose qui est hyper important. Ça avait été, exemple, moi je suis arrivé ici. Évidemment, chez toutes les cultures, elle est très importante, mais je me rappelle encore, ça c'est des petites choses que je me rappelle en Haïti, c'est que c'était toute la famille, toute la famille proche comme loin qui prenait soin des enfants. Donc, je pouvais me faire rappeler à l'ordre par ma tante, par mon oncle, par un neveu,
tu sais, par plein de personnes de la famille. Donc c'est quelque chose qui est très important. Mon frère, à un certain temps aussi, c'était quelqu'un que je voulais ressembler sur beaucoup de choses. Mon frère était quelqu'un qui était un sportif incroyable. C'était un modèle pour moi à travers les sports, mais c'est quelqu'un qui a choisi d'autres directions, malheureusement. Ma sœur aussi, une confidente, une battante, une femme de caractère, à vrai dire, même jeune. Elle osait beaucoup plus sur bien des choses que moi, parce qu'elle avait beaucoup plus de caractère que moi je pouvais avoir sur bien des choses. Toi, tu es la force tranquille, Ali Nestor. Euh, également, une personne qui va vraiment contribuer à la personne que tu es aujourd'hui, cet ami non fictif, tu nous le diras, Karim. Karim, à un certain moment, bon, c'est un ami du quartier. Il va découvrir une spiritualité. Il va arriver, il va te parler de l'islam. Et à ce moment, Ali Nestor, jeune garçon, va quand même porter une oreille attentive et comme d'autres grandes figures de l'histoire de l'humanité, eh bien, tu vas décider de suivre les enseignements de cette religion. Et aujourd'hui, bien, quand on te rencontre, Monsieur le maire Coder te décrit comme cette force tranquille. Lorsqu'on te voit directement, j'ai eu la chance de te rencontrer à ton lancement de livre, qu'on parlera un peu plus tard. C'est la première fois que je te rencontrais. Pour moi, c'était incroyable. Et tu es assez grand, 6 pieds et quelques. Maintenant, avec la barbe, encore, ça te donne un peu ce look de Jedi, le sage, mais tu es cette personne de très ancrée à l'Inestor. Est-ce que ça, c'est un élément que tu as développé au fil du temps ou tu as toujours été ce petit papy ancré comparativement à ta sœur qui était plus frondeuse, là, en quelque sorte? Ben, c'est une très bonne question. Comme je suis maintenant, c'est comme ça que j'étais enfant. Mais, mais enfant, en étant ce type de personne, je ressemblais beaucoup plus à quelqu'un qui était, on me trouvait un peu à part des autres, à part des autres enfants. Alors, ça a été une des raisons aussi à l'adolescence que je voulais être comme les autres, je voulais être comme les autres enfants. Donc, lorsque j'étais très enfant, exemple, tout ce qui était religion, ça m'intéressait beaucoup. J'aimais beaucoup écouter mon grand-père parler. J'aimais beaucoup poser des questions exactement sur toute l'histoire, sur toutes les religions en tant que telles. Je voulais en savoir beaucoup. C'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Mais je me rappelle aussi, c'était pas tout genre de questions qu'on pouvait poser. Des fois, on trouvait que je posais même trop de questions, des questions qui étaient hors de la Bible même. Et je me rappelle effectivement, adolescent, j'avais trouvé ça courageux. C'était un jeune que j'ai parlé dans le livre, que Karim, justement, qui faisait partie du même groupe que moi. Et il avait eu le courage de venir nous voir et nous dire qu'il se séparait de nous, qu'il voulait quitter le groupe parce qu'il avait trouvé sa voie dans l'islam. Et ça m'avait impressionné de voir jusqu'à quel point qu'il avait une conviction forte. Et donc, ça a été mes premiers étincelles envers cette voie. Et bon, ça s'est fait petit à petit, progressivement, s'informer le plus possible, s'instruire le plus possible, jusqu'à ce qu'un jour, je décide que c'est vraiment la voie que je veux faire. Puis, quand j'ai décidé de faire un 360 vers l'âge de 17-18 ans, et je voulais vraiment revenir qui j'étais à la base, parce que, comme j'ai dit dans le livre, je me suis rendu compte que j'étais rendu esclave de ma rage, esclave d'une colère qui ne me servait à rien, qui me faisait que du tort et qui faisait du tort autour de moi. Donc, je suis revenu la personne que j'étais, celui que j'étais, et je vais apprendre à aimer sa différence, à aimer son unicité, tout simplement.
Ali Nestor, lorsque maman Germaine Lorzem va voir que son fils est en train de changer, là, quand même. Également, qu'il est en train de vaincre ses peurs. On sait que papa était ce militaire, une discipline de fer comme on la connaît dans les familles haïtiennes. Quelle a été la réaction de maman voyant que son fils commençait à faire même des compétitions et maintenant qu'il a l'idée d'ouvrir une école d'arts martiaux? S'il te plaît, Ali Nestor, quelle a été la réaction de maman quand même? Elle n'a pas pu voir ce livre qu'on va parler dans quelques instants, mais Ali Nestor, peux-tu nous dire la réaction de maman de voir que son petit garçon t'a quitté la rue? Elle a eu plusieurs réactions. Je pense que c'était la personne qui était la plus fière de moi, de ce que j'avais accompli. Elle était contente de me voir enseigner, donner au prochain. Pour elle, c'était pour ça que j'étais né. Un truc qu'elle a moins aimé, elle a jamais aimé que je fasse de la compétition. Un jour, elle m'a dit, c'est drôle parce qu'elle m'a dit qu'elle avait de la misère à concevoir, pas que je reçois des coups, que je puisse donner des coups à quelqu'un. Donc, donc à vrai dire, c'est une des raisons, puis c'est une des raisons aussi que à son décès, j'ai arrêté de faire de la compétition. C'est une des raisons qui m'a amené à arrêter de faire de la compétition aussi, parce que c'était quelque chose qu'elle ne voulait plus que je fasse, qu'elle n'a jamais aimé. Elle n'a jamais voulu me voir en compétition. Okay. Pas parce qu'elle avait peur de me voir prendre des coups, mais elle ne voulait pas me voir donner des coups aux gens. OK, ça, c'est intéressant, ça, Ali Nestor. Mais une question comme ça, Ali, quand tu vois ce qui est arrivé à Champion Stevenson, Adonis Stevenson, quelle a été ta réaction? Oui. Ça, c'est quand même quelqu'un qui avait un amour du Québec, qui a encore un amour du Québec, là. Tu sais, il est là, on sent qu'il reprend du poil de la bête. Mais quand tu as vu ce combat, quand même, qui a presque été fatal, quelle a été ta réaction, oui. Ali Nestor? Ah, écoutez, c'est quelqu'un que je connais personnellement. J'ai été bouleversé, j'ai été extrêmement triste de voir quelque chose comme ça. On le sait que ça fait partie du sport de combat, que c'est quelque chose qui peut arriver. On ne pense jamais que ça va arriver à quelqu'un qu'on connaît, mais c'est ça, c'est difficile de prévoir toujours quand est-ce qu'on devrait arrêter. Cette fois-ci, ça a été vraiment le combat de trop. Et c'est sûr que moi, ça m'a amené à encore plus appuyer le fait que j'avais arrêté de faire des combats parce que ça aurait pu m'arriver aussi. Puis j'aurais pas été là aujourd'hui pour travailler avec ces jeunes. Donc, mais grâce à Dieu, il a pu quand même passer à travers toutes ces étapes, toutes ces difficultés parce que on ne pensait même pas qu'il aurait pu être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, au moins aujourd'hui, il fonctionne. Je le vois sur les réseaux sociaux. Il est en interaction avec ses enfants. Il a repris contact avec ses enfants. Donc, ce que je trouve plaisant, c'est que je vois qu'il sourit. Parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup blaguer avec les autres. Et c'est là que je suis heureux de voir qu'il a repris son sens de l'humour. Oui, donc regarde, je suis quand même heureux qu'il a pu revenir jusqu'à un certain point normal, quoi. Mais quand tu vois d'autres membres de notre communauté, d'autres champions, entre autres champion Pascal, qui a un certain âge, mais on sait que vous, ces athlètes de haut niveau, vous avez cette génétique de King James, en quelque sorte, en vous. Est-ce que toi, tu as un certain bémol de voir que des athlètes, malgré une forme resplendissante, quand même tarde à vouloir se retirer? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui ne te dérange pas vraiment si la personne est en forme physique? Oui, j'aimerais t'entendre. Ben, c'est sûr que si la personne vraiment est en forme physique
Et il y a toujours aussi le millage qu'on a dans le corps. On peut d'apparence avoir une très belle forme physique, mais il y a quand même le millage qui est dans son corps. Exemple, on est comme une voiture, donc la carrosserie a bien beau être super belle, bien entretenue, mais lorsque on a 200 000 dans le corps, il faut y penser à 2 fois. C'est sûr que je peux comprendre ces athlètes-là parce que j'en ai été un aussi. C'est que, exemple, il y a des athlètes que ça fait 20 ans qu'ils se définissent en tant qu'athlète. Donc, du jour au lendemain, passer à autre chose, ça peut être très difficile. Tu sais, dans mon cas, pendant que j'étais athlète, j'étais entraîneur aussi et j'étais directeur de l'organisme. Donc, j'avais d'autres passions. Donc, faire la transition a été assez simple pour moi parce que je continue à combattre. Donc, je suis encore dans le combat. Donc, je combats pour les jeunes aujourd'hui, pour les sortir de milieux difficiles. Donc, dans ma tête, je reste encore une espèce d'athlète, mais un athlète de terrain. Donc, ça a été plus facile pour moi de faire cette transition, mais je peux comprendre clairement ce que, exemple, des grands champions comme Jean-Pascal peuvent ressentir puis qui veulent encore se donner encore quelques années. Je peux comprendre. Je peux comprendre leur position, mais c'est sûr que, par chance, il faut pas que leurs entourages se gênent à leur donner leur juste aussi, à leur dire que lorsqu'ils pensent qu'ils devraient prendre leur retraite, de penser vraiment à prendre leur retraite, de préparer leur après-combat, leur après-combat, exactement. Ça, c'est clair. Ali Nestor, on parlait de grands champions. Toi-même, tu as été 5 fois champion québécois, canadien. Tu pratiquais également une boxe qui s'apparente à un kung-fu, un art martial qui s'apparente à un kung-fu également. Écoute, en 2012, tu as été champion du monde UBO des poids super mi-moyens de boxe. Attends un instant. Messieurs, dames, plus qu'incroyable, Ali Nestor, oui, en 2012, champion du monde de la catégorie UBO des poids super mi-moyens de boxe. Écoutez, on est choyé à Coconut Podcast. Ali Nestor, peux-tu nous parler de tes différentes victoires, mais surtout de ce point culminant qui va être lorsque tu vas lever cette ceinture, là, ça va peut-être être dans tes derniers combats, là, peut-être là, de haut niveau, tu pourrais nous en parler, mais ça, c'est une fierté. Tu te retrouves dans la catégorie des Berman Stiverne. Tu te retrouves dans la catégorie des Jean-Pascal, de Adonis Stevenson. On en avait également notre premier champion, là, entre autres. Là. La mémoire me fait défaut, mais tu te retrouves dans cette lignée. Joachim. Mais alors, tu te retrouves dans cette lignée des Eric Lucas, tu sais, des Stéphane Ouellette. Peux-tu nous parler, franchement, Ali Nestor, lorsque tu vas soulever cette ceinture, de la fierté de ton entourage, des jeunes que tu as depuis 99, là, amenés vers les arts martiaux, la boxe? Ali Nestor, la parole est à toi. Effectivement, j'ai été très content. À chaque fois que j'ai réussi à gagner un combat, à chaque fois que j'ai réussi à gagner un championnat, j'ai toujours... C'était pas nécessairement des grands rêves, mais je le plaçais comme des défis. Lorsque j'ai voulu, exemple, faire le championnat canadien, j'étais dans le classement, les personnes qui étaient en charge de l'organisation disaient que j'étais un peu trop vieux pour penser à aller à ce niveau-là. Et ça m'a encouragé à relever ce défi. Pareil pour la WBO, championnat international au niveau les pays latines. Puis après ça, le championnat du monde aussi, UBO. Ça a été des défis. Par la suite, c'était surtout pour démontrer aux jeunes que presque rien n'est impossible lorsqu'on veut y arriver. Donc, j'ai gagné ces championnats-là. J'étais très content, mais ça n'a pas été parmi mes plus grandes fiertés parce que c'était pas le but ultime. Donc, le but ultime, c'est vraiment ce que j'ai pu créer avec l'organisme. Mes plus grands championnats, puis mes plus grands combats, je les livre
jour après jour aussi, c'est lorsqu'un jeune réussit et a réussi sa vie, a une bonne vie le lendemain, travaille, à sa carrière, à une famille, des enfants, ça, c'est un championnat que je gagne pour la vie. Parce que lorsque je gagne une ceinture, je reste champion pour un certain temps. Après ça, je deviens un ex-champion. Mais ce championnat du monde-là, cette victoire que le jeune a réussi à atteindre, ça, c'est une victoire pour la vie. Donc, ça, c'est vraiment... c'est pour ça que j'ai jamais étalé vraiment... les gens sont souvent surpris quand ils savent que, ah, ben oui, il a gagné tel championnat ou tel championnat, parce que c'est pas quelque chose que je parle vraiment. Je vais parler de ce qui se passe dans l'organisme et tout, moins de ce qui a trait à ma carrière au niveau compétition. Ali Nestor, tu as connu des périodes plus difficiles, mais aujourd'hui, écoute, Ali Nestor est une des personnalités les plus respectées au Canada. Ali Nestor, moi, on va véritablement te découvrir en quelque sorte. Là, c'est gros là quand même, mais en 2002, tu vas participer à un documentaire-film qui s'appelle Ring intérieur. Et là, tu vas te lier d'amitié avec Dan Bigra, que vous allez rester amis jusqu'à aujourd'hui, là, entre autres. Peux-tu nous parler de cette expérience? Parce que c'est à ce moment que le grand public va véritablement connaître ce passé. Hein, tu sais, à certains moments, tu arrives à de très haut niveau, les gens, ils t'adulent, et puis là, tout d'un coup, tu révèles un pan de ta vie, et là, il y a eu certains parents qui s'entraînaient dans ton donjon, qu'on dit, ils ont quitté. Dojo, hein, qu'on dit? Oui. Dojo, ouais. Dojo, oui. Ouais, dojo, ouais. Je dis donjon. Dungeon and Dragon, je sais pas. Donc, dojo, ils vont quitter, mais il y en a quand même qui vont véritablement prendre le temps de te connaître, et ce qui va devenir peut-être l'un des éléments forts de toute l'œuvre que tu fais aujourd'hui. Avant, tu avais un peu peur de parler de ce passé. Aujourd'hui, c'est ce qui te permet de rejoindre certains jeunes. Et pour faire un pont avec ce que tu disais, une période qui va être très difficile pour Ali Nestor, selon nos recherchistes, c'est ce début de période de crise sanitaire, car tu ne vas plus pouvoir être en lien étroit avec ces jeunes qui fréquentent régulièrement le 3700 Crémazie, donc le dojo, là. Ali Nestor, peux-tu nous parler de cette période qui semble a été très difficile? Tu sillonnais les parcs à la recherche de certains de tes jeunes pour pouvoir véritablement les raccrocher. Donc, Ali Nestor, on t'écoute. Parce que tu disais que toi, c'est pas vraiment les championnats qui comptent pour toi. C'est vraiment ce qu'on est en mesure de faire avec le jeune, de le remettre sur ce droit chemin ou de le motiver suffisamment. On t'écoute, Ali Nestor. Oui, et effectivement, durant la première crise sanitaire, ça a été vraiment tout un défi parce qu'effectivement, cette crise-là est arrivée du jour au lendemain. On devait fermer à partir du 13 mars. Donc, au début, c'était 2 semaines. Après ça s'est prolongé de semaine en semaine, de mois en mois. Et on a coupé court avec les jeunes. Donc, c'était la première fois qu'on me posait des questions par rapport à l'organisme et que je n'avais pas de réponse, que je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire ou ne pas faire. Donc, ça avait été une situation extrêmement difficile. Après ça, on essayait de rejoindre des personnes au niveau gouvernemental pour voir quel était notre statut clair, pour voir est-ce qu'on peut réouvrir ou pas. Parce que tu as une école également, Ali Nestor. Tu as également une école. C'est ça, là, tu pourrais nous en parler également. Comment ça s'est orchestré pour tes enseignants? Nous t'écoutons.
Oui, exactement, parce que la plupart des jeunes qu'on avait perdus, c'était des jeunes qui étaient dans notre programme scolaire. Et lorsqu'on a été obligé de se fermer avec eux, ben on n'avait pas de contact avec eux via ce qu'on appelle les Zooms. Il n'y avait pas de télétravail, donc c'était pas possible. Donc après ça, on s'est mis à mettre une patrouille sur pied. On avait une subvention justement avec le ministère de l'Éducation et avec aussi le ministère de la Sécurité publique. Donc, on a pu renverser pour pouvoir former des patrouilleurs. Donc, nos intervenants avaient pour mission, on faisait le tour partout où que nos jeunes pouvaient se trouver ou d'autres jeunes aussi, parce qu'en même temps, on savait qu'il y avait des jeunes qui tout simplement se promenaient dans les parcs parce tout le monde était supposé être confiné. Ils flânaient, tout le monde était supposé être confiné, mais malheureusement, ce n'est pas tous les jeunes qui voulaient rester à la maison. Donc on avait pour mission de sillonner les parcs, d'aller dans les métros, partout où que les jeunes se trouvent, de façon à bien sûr faire de la prévention, bien sûr chercher à les ramener vers nous. Ça a été tout un travail. Il y a des jeunes qu'on a réussi à ramener pour la plupart, mais il y a d'autres jeunes que jusqu'à maintenant, alors qu'on parle, qu'on n'a toujours pas de nouvelles, c'est encore difficile. Et on parle de jeunes qui parfois ont des problèmes de santé mentale. Donc ça a chuté encore plus. C'est considéré comme service essentiel. Oui, exactement. Exactement. On a été considéré comme service essentiel, ce qui nous a permis de pouvoir remettre un plan d'attaque. Donc, par la suite, on a pu réouvrir. On pouvait accueillir les jeunes ici quelques fois par semaine et aussi faire ce qu'on appelle du télétravail aussi de la maison. Donc, voilà. Sensei Nestor, l'entrevue tire à sa fin. Alors, très rapidement, Sensei Nestor, en 2012, tu vas être entraîneur, alors là, du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Il va affronter le sénateur Brazeau à l'époque et je pense bien que notre premier ministre va en sortir vainqueur. Et tu étais dans le coin du premier ministre. Tu vas même te lier d'amitié avec ce dernier. Il va même préfacer ton dernier livre, Ali Nestor. Peux-tu nous parler de cette expérience et surtout, tu relates à un certain moment que Monsieur le Premier ministre a toujours été considéré comme l'underdog, mais il a un peu cette flamme que tu retrouves chez tes jeunes où ce qu'il ne se laisse pas abattre et il continue à foncer. Entre autres, tu entraînes Monsieur le maire, Denis Coderre, et toi-même encore, tu dis, tu es surpris, mais agréablement surpris de voir la ténacité de Monsieur le maire. Il a même voulu changer sa vie au niveau de sa santé personnelle, toujours sous le joug de Monsieur Nestor. Nous avons également ancien ministre de l'Environnement, Monsieur Hurtel. Ces trois grandes personnalités vont même préfacer ton dernier livre, Moi, Ali Nestor, Petit prince de la rue. C'est quand même de grandes réalisations, Sensei Nestor. Pourrais-tu nous parler comment tu te sens lorsque tu te dois d'entraîner d'aussi grandes personnalités que ceux que je viens de nommer? Et il y en a d'autres également. Tu as des gens qui sont à mobilité réduite, qui viennent au dojo et qui se surpassent. Tu as des jeunes également dans le même sens. Mais j'aimerais t'entendre avec ces personnalités politiques. Ali Nestor, la parole est à toi. Je me sens extrêmement privilégié de voir des gens de tout milieu qui viennent s'entraîner avec moi, qui viennent évoluer avec moi, qui viennent grandir avec moi. C'est un privilège.
que ce soit les jeunes, les moins jeunes, que ce soit des gens du milieu artistique ou politique, c'est le même privilège que j'ai. C'est sûr que les premiers temps que j'ai vu des gens, des personnalités venir s'entraîner avec moi, je me demandais si je me posais des questions, mais je finis par comprendre que ce sont des gens vraiment qui ont confiance en moi. Je pense que c'est une des premières raisons du fait qu'ils décident de cheminer avec moi. C'est vraiment une question de confiance parce que en tant qu'entraîneur, oui, je me considère comme un bon entraîneur, mais au même niveau que beaucoup de très bons entraîneurs aussi. Il y a une confiance qui s'est développée. Ces gens-là, probablement, se sentent bien, se sentent accueillis, se sentent en sécurité aussi. C'est vraiment un privilège pour moi que les gens me fassent confiance pour les aider à cheminer, peu importe de quel milieu qu'ils sortent, peu importe que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes. Pour moi, je fais le plus beau métier que je pouvais faire. C'est incroyable, Allie Nestor, incroyable. En 2017, tu vas participer à 12 rounds d'espoir. Peux-tu nous en parler un peu, cette expérience? Comment l'as-tu vécu en 15 secondes? Alors, notre premier événement 12 rounds, c'est durant un entraînement avec Justin Trudeau, justement, que ça s'est concrétisé. Je lui avais dit que je cherchais une formule qui nous ressemblait et qui pourrait nous aider justement à amasser des fonds pour l'organisme, parce qu'on avait essayé auparavant différents types d'événements, des soupers bénéfices, mais ça ne donnait pas. Et c'est là que je lui avais parlé. À cette époque, il était même pas encore ministre. Alors, je lui en avais parlé. Et par la suite, l'idée s'est concrétisée. Et après ça, lorsqu'on a décidé de faire le premier 12 rounds, ben là, il était rendu premier ministre. Et j'étais pas très à l'aise à lui demander parce que lorsqu'on en avait parlé, il était simple député. Et là, il était rendu ministre. Papineau, et en fin de compte, exactement. En fin de compte, lors d'un entraînement avec lui encore à nouveau lorsqu'il est rendu premier ministre, là, je lui ai dit que j'étais en train de préparer l'événement. Et là, il m'a dit que de penser à lui qu'il sera impliqué dedans, comme il me l'avait promis. Et on a parti avec cet événement. Maintenant, c'est un événement qu'on veut mettre de façon récurrente à tous les années. J'ai des gens qui viennent de différents milieux politiques, artistiques, le milieu des affaires, qui participent à cet événement. C'est un bel événement qui fait en sorte qu'on puisse amasser des fonds pour l'organisme. Le dernier événement, justement, c'était M. Coder qui avait fait la finale. Et voilà. Hey, Monsieur Coder, là, Ali Nestor, toute une formule. Il a perdu 120 livres, ça a de l'air. Il va falloir que tu partages ton secret, là. Est-ce que c'est une potion haïtienne au jus blendé? Hein? Est-ce que c'est un jus de corosol que tu lui fais boire? À cassant? C'est quoi? Pourrais-tu nous en parler? Vraiment, là? En 10 secondes. C'est vraiment la potion de la détermination et de la constance. Tout simplement ça. On va retenir celle-là, la potion de la détermination et de la constance. Ali Nestor, tu n'entraînes pas que les grandes personnalités de ce monde. Tu as également certains clients, adeptes du dojo qui sont en mobilité réduite. Mais il a peur que l'un d'entre eux, lorsqu'il cogne pour deux. Est-ce bien vrai, Ali Nestor? Oui, et c'est même devenu un ami, Rémi Bourget, c'est incroyable. Lorsque j'ai rencontré cet homme, voilà, 10 ans en arrière, c'est quelque chose, il rêvait de faire de la boxe, mais il savait pas trop si c'était possible parce que, bon, il lui manque un bras et il lui manque une jambe. Et je lui avais expliqué que chez moi, à notre organisme, il n'y a rien qui est impossible. Et on a commencé à s'entraîner ensemble. Il a même participé au premier événement de 12 rounds. Et vraiment, vraiment, là, toutes livres confondus, il est une des personnes que j'ai vu qui frappait le plus fort. Puis j'en ai vu des combattants, je parle même des combattants professionnels,
Alors, tout son transfert est sur un bras. J'ai jamais vu quelqu'un frapper aussi fort que lui, de son poids. Incroyable. Ali Nestor, en 2020, alors là, c'est comme... Déjà, ton travail est reconnu internationalement, mais en 2020, tu vas recevoir la médaille de l'Assemblée nationale. Écoute, messieurs, dames, Ali Nestor, en 2020, en février, tout récemment, il recevait la médaille de l'Assemblée nationale pour son œuvre qu'il n'a pas encore terminée. Ali Nestor, la fierté de ta famille, de ta femme, de tes enfants, de ta sœur, de ta famille en Haïti, de tes amis, écrivains ou autres. Comment ont-ils accueilli la communauté haïtienne, Maison d'Haïti? Comment ont-ils accueilli la nouvelle? Toi-même, tu es si humble, mais quand même, ça devait te faire un petit quelque chose. On t'écoute. Ah oui, 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 c'est sûr. C'était une fierté de plus. J'étais content de voir que le travail est reconnu. Sincèrement, tout ce qui m'arrive, je suis agréablement surpris, très surpris, parce que c'est sûr que à la base, lorsque j'ai commencé à venir en aide aux jeunes en difficulté début des années 2000, on ne voyait pas d'un bon œil nécessairement le fait de vouloir faire avancer les jeunes par le biais des arts martiaux, par les sports de combat. J'ai souvent été découragé de passer à autre chose, mais à force de persévérer puis de garder mon idée claire en tête, et aujourd'hui, je reçois quelques récompenses d'avoir maintenu le cap, d'avoir vraiment cru à ce qui était mon idéal pour ces jeunes-là. Donc, évidemment, je suis très content de voir des gens qui partagent cette fierté avec moi, que ce soit les amis, la famille, les proches. Je suis très content. Est-ce que c'est un adage qui se tient? Ceux qui aident les autres viennent à se lier d'amitié avec ceux qui sont dans l'aide constante. Écoute, Dan Bigra, on connaît un peu là, son grand spectacle, là, sa grande messe, où ce qu'il ramasse des fonds pour les jeunes, entre autres de la rue. Il y a Sensei Nestor, mais tu as également rencontré entre autres, son papa, Jean Lapointe, mais tu vas te lier d'amitié avec Jean-Marie, c'est ça? Jean-Marie Lapointe. Oui, Oui, Jean-Marie exactement. Lapointe. Jean-Marie Lapointe. Peux-tu me parler quand vous vous asseyez, tous ces gens qui sont dans l'aide à la communauté, quels sont les échanges? Et aujourd'hui, Jean-Marie et Dan Bigra, entre autres, sont vraiment des amis tricotés serrés avec toi. À ton lancement de livre sur Internet, c'était Jean-Marie qui animait la chose. Peux-tu me parler un peu de ta collaboration avec ces derniers, là, Ali Nestor? Tu sais, ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on fait quelque chose qui est nécessairement, qui est considéré hors norme, et d'avoir des amis proches comme ça, nous aide à continuer à avancer, à faire ce qu'on fait, nous amène à mieux nous comprendre aussi, parce que lorsque je regarde Dan se donner autant, ou que je regarde Jean-Marie Lapointe se donner autant dans ce qu'ils font, ça devient aussi, c'est des modèles pour moi aussi, ça devient encourageant pour moi de continuer, de me dire que j'ai raison de continuer à faire ce que je fais. Donc, par ces gens-là, je vais puiser de l'énergie aussi, parce qu'on a tous besoin d'aller chercher de l'inspiration autour de soi. Et souvent, les meilleures inspirations sont très, très proches. On n'a pas besoin d'aller regarder ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Donc, on a nos inspirations qui sont très proches. Donc ces relations-là sont très importantes pour moi. Et bien sûr, lorsqu'on est ensemble, c'est ça. Exemple avec Jean-Marie, c'est quelqu'un que je parle beaucoup de spiritualité. Okay. Dan, on parle beaucoup bien sûr, de l'entraide, de la façon d'amener les jeunes à mieux se reconnaître. Dan, exemple, c'est quelqu'un qui
que c'est très, très important. Il lutte beaucoup pour la dignité des jeunes. Donc on a beaucoup de discussions qui est autour de ça. Voilà. Écoute, Ali Nestor, avoir une personnalité de ta trempe, messieurs, dames, alors nous allons poser la question du club des amis à Ali Nestor. Ali Nestor, sensei. Alors, la question de nos internautes. Comment perçois-tu tout le chemin accompli jusqu'à nos jours? Nous t'écoutons. Comment j'aperçois que mon Dieu, le chemin est très loin d'être fini. Okay. Donc, je suis très, très heureux de ce qui a été fait. À vrai dire, je dirais même plus que je suis allé même plus loin que ce que je pensais. Il y a plein de choses qui m'arrivent aujourd'hui que j'aurais jamais pensé qu'il me serait arrivé. Je suis extrêmement heureux, mais je veux encore amener des choses encore plus loin parce que la cause des jeunes est quelque chose qui va toujours rester. Donc, il y a un bon chemin de fait, mais je suis très heureux, très comblé de ce qui a été accompli jusqu'à présent, mais je suis encore très loin de la file d'arrivée, quoi. Ali Nestor, avant qu'on te laisse filer, on se doit quand même de présenter, non mais un livre magnifique. J'ai eu le temps de me le griller. Oui, Ali Nestor. Écoutez, Ali Nestor, petit prince de la rue, j'ai envie de dire grand prince de la rue. T'es assez humble. Messieurs, dames, alors je vous présente le livre, mais incroyable. Franz Benjamin en parlait récemment, monsieur le député. Monsieur le maire, Denis Coderre, en a signé la préface. David Hurtel, notre premier ministre, Justin Trudeau, oui, a signé la préface de ce livre. Moi, Ali Nestor, petit prince de la rue. Je vous invite à vous le procurer. Ali Nestor, tu as écrit un livre avec cette conversation, entrevue qu'on a eue aujourd'hui. Ça met vraiment l'eau à la bouche à tous ceux qui veulent découvrir, mais vraiment, la vie d'Ali Nestor. On a glissé quelques brides, mais on ne pouvait pas complètement tout dévoiler parce qu'on veut vraiment que les gens aillent lire ce livre. Il y a des photos, mais incroyable. On apprend même que Ali Nestor, à un certain moment, il aurait pu devenir mannequin. Hein, parce qu'il est assez grand, hein, la carrure et tout. Donc ça, c'est impeccable. Ali Nestor, moi, j'aimerais t'entendre. Tu as eu vraiment tout un support là, pour écrire ce livre, ta maison d'édition également. Mais toi, le fait, tu sais, pour un petit nègre, la branle qui saute Gonaïve, pour un petit gars de Gonaïve, là, arrivé au Québec à l'âge de 5 ans, Ali Nestor, peux-tu me parler? C'est ça la question de tantôt de nos internautes. Est-ce que tu es conscient de ce que tu viens de réaliser là? Puis comment tu t'es senti quand tu l'écrivais? Ça va être notre dernière question, Ali Nestor. Mon Dieu, quand j'ai commencé à écrire ça, c'était pas supposé se transformer en livre. Moi, je pensais, à la base, je voulais écrire une espèce de mémoire, une espèce de travaux qui allaient servir pour le milieu de la jeunesse. Donc, oui, les jeunes allaient pouvoir se reconnaître, comprendre un peu ce qui leur arrive et aussi tous les professionnels de ce milieu-là pour voir un peu, ça pouvait leur servir d'outil pour mieux comprendre les jeunes. Et de fil en aiguille, à force d'écrire, j'ai vu que je pouvais aller plus loin, non seulement que ça pouvait vraiment servir à tout le monde, puis à force d'écrire, parce que à force d'écrire, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire comme une espèce de journal intime et tout. J'écrivais. Puis,
J'écrivais, exemple, comme qu'on voit dans le livre, j'écrivais aussi sur le racisme systémique. Oui, le profilage Je fais un racial. peu Oui. le profilage racial. J'explique un peu l'histoire des Autochtones Oui. des années lointaines. Donc, il est un peu historique. Donc j'ai vu que je pouvais vraiment faire en sorte que ce livre puisse être d'une façon éducative, autant chez les petits que chez les grands. Oui. Donc, un livre qui pouvait s'adresser à tout le monde et emmener aussi un livre qui pouvait emmener les gens à une réflexion. Parce que même à la fin, donc, je parle aussi de ma façon de penser, une façon Ta de penser un peu philosophie. philosophique. Oui, Donc, bien sûr. exactement. Ouais. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Je suis extrêmement content parce que... lorsque j'ai écrit ce livre, moi, je pensais que ce livre aurait été distribué dans les écoles à l'époque et dans les centres jeunesse. J'avais T'es à pas idée Renaud-Bré, qu'un là. jour ce Hein, livre... t'es à Renaud-Bré, là. Librairie.ca. C'est ça. Ton livre, il se vend bien, là. Incroyable. Je suis extrêmement surpris. Donc, ça, c'est une des belles choses qui m'arrive, que je ne peux que remercier Dieu pour toutes ces belles choses. Incroyable. Ali Nestor, tu nous as produit, mais vraiment un condensé de ta vie. Comme le disait Monsieur le Premier ministre du Canada, ainsi que le 44e maire de Montréal, Denis Coderre, pour ceux qui sont à la recherche de motivation en ces périodes assez difficiles, écoutez, le livre d'Ali Nestor est vraiment le livre à acheter là, pour le temps des fêtes. Puis Ali, t'es tellement quelqu'un d'occupé, on va quand même t'écouter là-dessus. Il est arrivé un événement quand même assez malheureux à Québec. Un jeune dans la vingtaine, là, quand même, qui a commis l'irréparable. Toi, qu'est-ce que ça te fait pour quelqu'un qui travaille énormément à aider les gens? Il a peur que ce dernier souffrait, avait certains problèmes ou de santé mentale. J'aimerais t'entendre là-dessus en 1 minute, Ali Nestor. Ben, effectivement, ce jeune souffrait de maladie mentale, donc il y avait certaines difficultés au niveau santé mentale. Puis c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Surtout à cette époque, en ce moment, moi j'ai des jeunes ici qui justement ont cette difficulté de santé mentale. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Déjà à cette époque, si les gens sont très tendus, il y a beaucoup de pression, même chez monsieur, madame, tout le monde. Donc, imaginez pour des gens qui sont en situation de vulnérabilité de ce genre. Donc, je pense qu'il est très important de mettre en place tout ce qu'il faut aussi pour venir en aide à ces personnes-là, surtout à cette époque-là. C'est quelque chose, tu sais, on est en confinement, mais ce confinement, malheureusement, amène beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes psychologiques, beaucoup de problèmes mentaux. Donc, il va y avoir beaucoup de travail à faire aussi pour y remédier, quoi. Ali Nestor, tes remerciements, suggestions de séries, de films. Alors, on t'écoute. J'ai un de mes amis, David Hertel, qui vient de sortir son roman Journée de ministre. C'est un bon bouquin que j'ai lu et que je conseille aussi. J'ai mon ami Guy Ouellet aussi qui vient de sortir un bouquin. J'ai mon ami Dan Bigra aussi, le député, oui, un bouquin très, très intéressant. J'ai mon ami Dan Bigra aussi, que Le Temps des Seigneurs, c'est un livre aussi qui relate un peu l'histoire de sa vie. Donc, c'est des choses que je conseille, quoi. Avant tes remerciements, Ali Nestor, j'appose à toutes les grandes personnalités comme toi. Est-ce que dans un avenir lointain, proche, ou quelconque, on risque de te voir dans l'arène, mais alors là, politique? Je ne me considère pas comme un politicien. Je ne crois pas avoir les qualités pour faire ça. Pour y aller, il faudrait vraiment que ce soit la population qui me dit d'y aller,
qui m'encouragent à le faire parce qu'ils considèrent que c'est là que je devrais être. Mais moi, personnellement, entamer le pas pour y aller, ça fait pas partie de mes ambitions en tant que telles. Ce qui fait partie de mes ambitions, c'est amener le plus possible à mon prochain, encourager les gens le plus possible, essayer le plus possible de faire partie du changement. Voilà. Donc, pour l'instant, je pense que je suis à la bonne place pour le faire. Je ne suis pas très sûr que la politique serait nécessairement la meilleure place, mais c'est à la population à me le dire. Alors, tes remerciements, les Michellois, Michelloises, Montréalaises, Montréalais, Québécoises, Québécois, Canadiennes, Canadiens, Haïtiennes, Haïtiens, Françaises, Français. T'écoutes, Ali Nestor. Je remercie vraiment tous les jeunes et moins jeunes qui m'ont fait confiance depuis tant d'années. Je remercie tout le monde qui encourage l'organisme depuis les débuts, que ce soit ceux qui y ont travaillé, ceux qui ont fait du bénévole, ceux qui ont amené des subventions, bien sûr, la maison d'édition Libresse qui m'a permis de réaliser ce livre. Je remercie ces gens-là qui me font confiance. Je remercie la population d'être derrière l'organisme. Et c'est grâce à leur support qu'on continue à avancer. Donc, merci à toi de m'avoir invité à cette émission parce que j'ai vraiment agréablement aimé. Sensei Ali Un jour, Nestor, on va s'entraîner ensemble. Je pense que je lisais le livre, puis là, j'ai dit, écoute, Monsieur Hurtel, Monsieur Coder, les Bigra, puis t'en as tant d'autres là, qui viennent s'entraîner. Tu sais, si je veux continuer dans sa voie que je suis, je pense que déjà, je me suis procuré le bouquin, j'ai aimé le dojo, j'ai vu. Je pense que je vais prendre une carte d'abonnement. Ali Nestor, je me dois de te dire merci en pile, shukran. Et puis, ce n'est que partie remise. Merci à toi. Messieurs, dames, nous étions avec Sensei Ali Nestor, l'entraîneur-chef de l'Académie Ness Marshall, mais également fondateur, porte-parole, oui, de l'organisme Ali et les princes, princesses. Il vient de sortir à la maison d'édition Libre Expression son livre « Moi, Ali ». Nestor, petit prince de la rue. Moi, je vous dirais Ali Nestor, grand prince de la rue. Alors, messieurs, dames, on vous dit Niawen, merci en langue autochtone de la région de la métropole. Et surtout, comme à l'accoutumée, on vous dit même heure, même poste sur les ondes de Coconut Podcast. Merci, au revoir.